Où vont massivement se créer les emplois du futur? Il est tentant de répondre dans les secteurs d'avenir, moteurs de la création de valeur, comme si ces derniers étaient nécessairement ceux qui portent l'emploi. Il suffit pourtant de se référer au passé pour comprendre que cette assertion est fausse. Je vais juste me concentrer sur l'apogée de la seconde révolution industrielle, plus précisément sur la période 1960-1973 pour éliminer l'effort de reconstruction d'après-guerre qui fausse les statistiques sur le BTP. C'est une période faste, portée par l'industrie avec l'essor du machinisme, des biens d'équipement et de la consommation de masse. L'industrie est la branche d'activité la plus dynamique en France, avec une valeur ajoutée en hausse de près de 7% en moyenne par an. Tout en bas, il y a l'agriculture, ce n'est pas une surprise, et les services non marchands. Plus surprenantes en revanche, les performances finalement assez proches de celles de l'industrie, du BTP et des services marchands, dont le commerce. Et vu le poids de ces deux secteurs, c'est bien là que l'essentiel de la création de richesse se forme. L'industrie contribue pour 17,4% à la richesse créée sur la période, la construction et les services marchands pour plus de 60%. Et nous sommes bien pourtant là, je le répète, à l'apogée de la seconde révolution industrielle. Comment l'expliquer? Tout simplement parce qu'autour de l'industrie se développent toutes les activités périphériques qui lui sont rattachées et indispensables à son expansion. L'exemple de l'automobile, l'industrie des industries est emblématique. Le taux d'équipement des ménages passe de 30 à 60% entre 1960 et 1973 et l'utilisation de l'automobile se banalise. L'auto qui a besoin d'infrastructures, d'où le premier plan directeur routier élaboré en 1960. Il prévoit 3 558 km d'autoroutes, dont plus de la moitié à réaliser avant 1975 et 15 500 km de routes nationales importantes. Autant de chantiers, d'activités pour les travaux publics. Mais ce n'est pas tout. Pour rouler, les véhicules ont besoin de carburant. Il faut donc des raffineries pour transformer le pétrole brut en gasoil ou en essence et mailler le territoire de stations-service. Et ce n'est toujours pas fini. Fabriquer des autos, c'est bien, mais il faut aussi les vendre et les réparer. Un autre exemple, le taux d'équipement des ménages en téléviseurs, machines à laver ou réfrigérateurs passe sur la même période d'environ 10 à 70-90%. Comme pour l'auto, il faut les vendre, les réparer, mais aussi de l'électricité. En 1948, la France compte environ 10 millions de foyers abonnés. Au milieu des années 70, le cap des 20 millions est franchi grâce à l'extension du réseau et la construction de centrales électriques capables de répondre aux besoins croissants de la population. On comprend mieux alors pourquoi autour de l'industrie se développe une constellation de secteurs complémentaires où se crée l'essentiel de l'activité et de l'emploi, surtout de l'emploi, car c'est dans l'industrie que la productivité est la plus élevée et que les gains de productivité sont les plus forts avec l'agriculture. En d'autres termes, il y a plus d'emplois dans la construction et les services pour une même valeur ajoutée générée. Cela s'appelle la richesse en emploi de la croissance. Hors agriculture, 3,5 millions d'emplois sont créés entre 1960 et 1973, en hausse de 1,6% en moyenne par an. L'industrie y contribue, mais pour 15% seulement, et avec un rythme de progression de 0,8%, soit 2 fois moins rapidement. Loin en tête, les services marchands et la construction concentrent les 2/3 des postes créés. L'emploi gagne plus de 2% en moyenne par an, soit un rythme 3 fois plus rapide que dans l'industrie. Attention, le but ici n'est pas de minimiser l'importance de l'industrie, mais de mettre en évidence son rôle de catalyseur et de bien comprendre que la masse des emplois créés ces prochaines années ne sera pas là où on attend, mais bien dans l'ensemble de l'écosystème que structure le numérique.